Et si nos représentations du cours du temps, comme du cours de la vie, nous empêchaient de regarder l'avenir en face? C'est la question qu'ose poser le grand anthropologue britannique Tim Ingold dans ce petit essai qui paraît en français, Le passé à venir, un essai qui propose pour commencer qu'on se débarrasse de l'idée même de génération pour mieux penser précisément la génération comme élan vital. Il est cette semaine l'invité spécial de La Suite dans les idées. France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Invité spécial, mais pas tout à fait le seul, puisque pour la rubrique Actualité, il n'y aura pas de deuxième partie cette semaine, mais la rubrique Actualité est bien là. C'est une sociologue, Sybille Golac, qui nous rejoindra pour nous parler des résultats d'une enquête qu'elle a menée en compagnie de collègues sociologues également, dont le journal Le Monde a fait état il y a 2 jours, une enquête à propos de la place du genre dans les sciences sociales à travers les revues, notamment, sur une très longue période. Et ces résultats sont particulièrement saisissants et viennent contraster avec un certain nombre d'idées reçues en la matière. Ça, ce sera dans la rubrique Actualité tout à l'heure. Bonsoir Tim Ingold. Pour traduire vos propos ce soir avec nous, Zen Mokayesh. Vous êtes anthropologue, je le disais, vous êtes professeur émérite à l'université d'Aberdeen. Vous avez longtemps enseigné à l'université de Manchester et avant ça en Finlande. En Finlande, vous avez mené vos terrains anthropologiques. Pour commencer, on vous doit beaucoup d'ouvrages dont certains ont paru en langue française. Je pense notamment, et on en dira certainement quelques mots, je pense notamment à Une brève histoire des lignes ou encore Marcher avec les dragons. Vous êtes aussi le co-auteur avec Philippe Descola d'Être au monde. Quelle expérience commune. Et là, c'est un livre assez bref qui a paru en anglais il y a 2 ans, qui paraît aux éditions du Seuil, Le passé à venir, repenser l'idée de génération. La première chose qui m'est venue à l'esprit assez vite en vous lisant, Tim Ingold, c'est que je me suis dit qu'il aurait probablement, pour des tas de raisons différentes, et j'aimerais que peut-être vous en partagiez quelques-unes, il aurait été impossible pour vous d'écrire ce livre lorsque vous étiez plus jeune. C'est très vrai. Et je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce que j'aurais pu écrire ce livre plus jeune? Et c'est impossible, cette expérience évidemment, mais je pense que non, que très probablement que c'est une réflexion qui se fait quand on commence à prendre un peu de recul sur sa propre vie et qu'en même temps on va de l'avant. Alors ça, vous me répondez du point de vue de l'âge, au fond. Mais l'âge et les générations, on le sait, dans les sciences sociales, ce sont 2 choses différentes. Vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui, vous êtes né en 1948, mais vous faites partie aussi d'une génération, et en particulier d'une génération qui ne regardait pas la planète, le monde dans lequel nous vivons, la situation qu'on appelle aujourd'hui anthropocène. Évidemment, de la même façon, on n'utilisait pas le mot quand vous étiez, par exemple, un jeune étudiant. C'est vrai, mais mon âge finalement n'a pas vraiment d'importance. Effectivement, je suis né techniquement en 1948. Mais si on devait écrire une biographie, on commencerait par quoi? Ma date de naissance, mes parents, mes grands-parents. Et quand je serai mort, est-ce qu'on s'arrêtera au moment de ma mort? Est-ce qu'on continuera cette biographie au-delà? Donc ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est qu'à tout moment de la vie, on est dans un moment de naissance où on se renouvelle, le corps se renouvelle, l'esprit lui aussi, à chaque instant de l'existence se renouvelle. Ça nous amène directement à ce concept de génération qu'à la fois vous revendiquez et vous rejetez. Tout dépend du fait de savoir si on met un S ou pas à génération. La génération sans S, vous la revendiquez. C'est la manière d'engendrer quelque chose. Et la lecture de votre livre m'a rappelé aussi, et je pense qu'elle vous a lu, le grand livre de philosophie politique que Émilie H a publié voici quelques mois en France. Cette génération, vous l'opposez aux générations avec un S. Peut-être on peut commencer d'abord par la génération sans S. Pourquoi cet engendrement vous semble un concept particulièrement précieux? Parce que je veux bien qu'on fasse la différence entre engendrement et héritage.
C'est-à-dire engendrer, c'est le travail, d'amener une nouvelle vie, de créer une nouvelle vie. Et ce n'est pas un moment unique, c'est un travail qui se poursuit avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance, tout au long du temps que l'on passe à soigner, s'occuper de son enfant, que l'enfant vit en compagnie de ses parents ou celles et ceux qui s'en occupent. Ça, c'est l'engendrement. C'est un processus et c'est un processus qui est tout au long de la vie. Et je veux vraiment que les choses soient bien claires entre ça et l'idée qu'on prolonge la vie de ses ancêtres par la vie de ses descendants et l'héritage qui passe d'une vie à une autre avec une coupure. L'héritage, vous revenez d'ailleurs sur la centralité de l'héritage dans notre société. On en parlait récemment avec une philosophe, Mélanie Plouvier, dans l'émission. L'héritage, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, au fond, avec l'engendrement. C'est quelque chose qui n'est pas vivant en particulier. C'est totalement inerte. Qu'il s'agisse de biens immobiliers ou de toute autre forme d'héritage, ça n'a rien à voir avec ce que vous décrivez par la génération. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut par exemple hériter des biens immobiliers de ses parents, on peut hériter de la littérature, du vocabulaire de ses parents, mais on n'hérite pas de ses parents. On ne peut pas hériter de sa langue maternelle, on n'hérite pas de l'amour, de l'affection du foyer dans lequel on a grandi. Ce sont des aspects de votre vie qui se prolongent dans votre vie, ce ne sont pas des choses qui ont été transmises d'une vie à une autre. Vous prenez un exemple pour illustrer cette idée, qui est celui d'une ferme. Effectivement. Alors, imaginons qu'on a grandi dans une ferme. Et d'un point de vue juridique, on va hériter de ces terres, de par exemple son père. Et donc, en termes d'héritage, cette ferme est un bien, une terre qui va vous être transmise et que vous allez peut-être transmettre à votre enfant. Mais vous savez que cette ferme, en tant que lieu de production, le productif qui continue année après année de produire des récoltes, ça n'est pas un bien, ça n'est pas un objet, c'est un processus agriculturel continu. Et c'est un processus de travail dans lequel vous avez travaillé avec votre père et qui, un jour, sera le lieu où vos enfants travailleront avec vous. Donc, en tant qu'entreprise productive, la ferme, elle, se poursuit. Mais l'héritage de la ferme, à lui seul, ne suffira pas à garantir sa longévité si l'on ne s'occupe pas des terres, si l'on ne s'occupe pas des bâtiments. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment à réfléchir dans ces termes-là, à accorder de l'attention à ces processus plutôt qu'à ces questions d'héritage, de transmission, de biens? Est-ce que c'est une pensée, une réflexion, des idées qui vous viennent de vos observations sur le terrain? Alors, ça me vient de deux choses. D'abord, mon expérience d'enseignant. Et j'ai voulu critiquer un peu l'idée d'enseignement comme un processus de transmission où on passerait une passation de la connaissance d'une génération à une autre. Et ma propre pratique de l'enseignement, où moi et mes élèves, ensemble, on avance main dans la main dans un compagnonnage, dans un voyage au cours duquel on génère de la connaissance par le biais de la conversation. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'était pour moi une façon de critiquer la biologie avec la théorie de l'évolution de Darwin, qui est pourtant au cœur de laquelle, si vous voulez, il y a l'opposition entre phylogénèse et ontogénèse. L'ontogénèse, c'est la vie qu'a vécue chaque génération, et la phylogénèse, c'est l'héritage de traits génétiques, culturels, d'une génération à une autre. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer pourquoi cette distinction n'est pas soutenable, pourquoi on ne peut pas séparer la vie entre les générations et au sein des générations. Ça vous incite à rapprocher, au fond, ces manières de penser l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne ou la génétique contemporaine, à rapprocher donc ces approches scientifiques d'autres approches anthropologiques, par exemple, qui cherchent
à définir les systèmes de parenté, les relations, les filiations, avec des diagrammes qui sont des diagrammes très statiques, des diagrammes qui prennent la forme, au fond, d'empilement. Et ça, c'est une représentation mentale que vous récusez parce que, pour vous, ces représentations mentales, qui sont très, très inscrites en nous, nous empêchent véritablement de saisir un certain nombre de processus. Oui, c'est très vrai. Ce qui est au cœur de notre manière de penser moderne, c'est cette tendance à tout empiler et de mettre les choses les unes par-dessus les autres. On le voit en géologie, l'histoire de la Terre est décrite par les géologues comme un processus de couches de pierres, de roches qui s'empilent. En archéologie, l'occupation d'un site est aussi décrite comme un certain nombre de séquences de dépôts. Et même l'esprit humain, on le décrit comme un ensemble de couches, avec des couches plus primitives au bas et les plus avancées, les plus évoluées en haut. Les archives, même chose, ce sont des piles de documents. Donc cette manière de réfléchir les générations comme des couches qui se superposeraient les unes aux autres, c'est un exemple parfait de cette manière de penser qui nous empêche de comprendre le processus génératif, les processus créatifs de la vie. Parce que c'est comme si chaque couche mettait une sorte de plafond sur ce qu'avait fait la couche précédente et qu'à chaque fois il fallait recommencer. À cette image des piles, des empilements, vous opposez l'image des cordes, du tressage, ce qui vous semble une manière possible de représenter la continuité, au fond, l'élan vital qui caractérise la succession des générations, vous récusez le terme de génération, mais qui permet de figurer le processus de l'engendrement permanent, en quelque sorte. Oui, j'ai trouvé que c'était une métaphore qui était très, très utile pour comprendre. Si on est en train, on utilise par exemple des brins d'herbe pour fabriquer une corde et on enroule les brins d'herbe. Chaque fibre a une certaine longueur. Chaque brin d'herbe a sa longueur, une longueur limitée. Mais à mesure que l'on a de nouveaux brins d'herbe qui poussent, on peut les intégrer à ce processus. Et la corde tient par la friction et le fait que ces cordes s'entremêlent, que ces fils s'entremêlent. Donc plutôt que de placer ces brins d'herbe les uns par-dessus les autres, on les pose côte à côte. Et là, ils peuvent faire un travail de collaboration. Et donc cette image de la corde permet un peu de se figurer comment le futur agit, c'est-à-dire qu'on ne pose pas une génération par-dessus une autre, mais on a une collaboration entre les générations, une sorte d'introduction perpétuelle de nouvelles vies dans cette corde, alors que les anciennes vies s'éteignent. Une autre image mentale, une autre expérience de pensée, au fond, que vous proposez, Tim Ingold, consiste à se demander, au fond, si nous suivons nos ancêtres ou si c'est eux qui nous suivent. C'est-à-dire à regarder dans un sens et dans l'autre la relation qu'on peut entretenir avec ceux qui nous ont précédés. Oui, effectivement. Parmi de nombreuses populations autochtones dans le monde, on appelle populations autochtones, ces populations nous disent qu'elles suivent une tradition. Et en fait, cette tradition, c'est ce qui a été créé par leurs ancêtres, les anciens, et auxquels ils accordent de la valeur. Et dans sa vie, chacun et chacune suit les pas de celles et ceux qui étaient là avant nous. Et donc, celles et ceux que l'on qualifie comme étant dans le passé, finalement, sont celles et ceux qui sont devant nous et nous montrent la voie pour avancer vers l'avenir. En ce sens, aller vers l'avenir, c'est aussi se souvenir du passé. On ne se dit pas finalement que regarder en arrière, c'est se souvenir, et aller de l'avant, c'est aller vers l'avenir. Non, en fait, on fait les deux en même temps et les deux vont dans le même sens. Donc la tradition, suivre une tradition, ça ne consiste pas en incarner ou vivre dans le passé, puisque la tradition, au sens propre, porte les promesses de l'avenir et donc on se tourne vers l'avant, vers ses ancêtres.
On voit qu'il y a là des enjeux pour penser l'avenir, un avenir très particulier qui ne prend pas la même forme que celui qu'il avait quand vous étiez étudiant, par exemple, un avenir qui est évidemment marqué par la prise de conscience de cette condition anthropocène. Je vous propose qu'on continue sur cet aspect des choses après avoir écouté un extrait du nouvel album de Barker. On en entendra deux ce soir. Ce premier morceau s'appelle Reframing. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. On repense l'idée de génération ce soir à la suite dans les idées avec l'anthropologue britannique Tim Ingold, l'auteur d'un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil, Le passé à venir. Dès les premières lignes de ce livre, Tim Ingold, vous nous indiquez qu'il est le résultat de la participation de votre part à un groupe de travail collectif et interdisciplinaire qui était titré Facing the Anthropocene, donc faire face à l'Anthropocène. Cette question du climat, de la biodiversité, toutes ces questions écologiques
qui nous taraudent aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup des réflexions que vous avez mises dans ce petit livre. Sans doute parce que la question de la rupture entre les générations s'est accentuée à la faveur de la prise de conscience des réalités écologiques en face desquelles nous nous trouvons. My feeling is that the way we Disons que think about this oncoming future la manière dont on se représente cet avenir est très conditionnée par notre rapport aux générations, à la notion de génération. Et c'est ce qui nous empêche de réfléchir de manière plus positive à la possibilité d'une vie future. Si déjà on se représente les générations comme séparées les unes des autres, il est beaucoup plus facile d'envisager l'Anthropocène comme une ère nouvelle qui va, là encore, venir recouvrir tout ce qui s'est passé précédemment. Or, d'après moi, le problème que pose ce terme Anthropocène, ce n'est pas la partie anthropos, mais plutôt la partie scène du terme. C'est l'idée de réfléchir l'histoire humaine, ou l'histoire même de la Terre, comme une succession de couches. Donc, si on pouvait déjà commencer à repenser cette idée de génération de la vie, alors on aurait peut-être une façon plus utile de penser l'avenir. Néanmoins, vous vous affrontez à cette question des générations et non plus de la génération, de ce découpage de nos sociétés en générations, en notant la présence massive au cœur de nos sociétés de ce que vous appelez la génération M, et qui n'a pas toujours existé, en fait. La génération M, moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est la génération... oui, la génération de maintenant, vous voulez dire. Oui, oui, oui. Oui, c'est le terme que j'utilise pour décrire la manière dont aujourd'hui on réfléchit aux générations. C'est-à-dire, on s'imagine que le cours d'une vie est fait en plusieurs étapes, l'enfance, jusqu'à ce que l'on appelle la fleur de l'âge, et ensuite ça redescend en vieillissant. Et on s'imagine que cette génération-là, au milieu de cette image, est celle qui est responsable du monde et qui remplace celle qui arrivait avant et qui prépare le terrain pour celles et ceux qui arrivent après. Et moi, j'aimerais trouver une autre manière de présenter les choses, d'y réfléchir, qui permettrait aux jeunes et aux vieux, non pas de se situer de part et d'autre de la génération maintenant, mais d'être ensemble pour créer les conditions de la vie future. Ça implique de penser autrement les relations entre le vieillissement et l'engendrement. Ça implique aussi de penser autrement les relations entre la vie et la mort. Parce que cette génération que j'ai appelée génération M dans un clin d'œil à la génération Z, mais qui est cette génération maintenant, effectivement, cette génération maintenant ne veut pas entendre parler de la mort, en fait. Oui, non, elle ne veut pas entendre parler de la mort, effectivement. Elle perçoit cette mort comme un ennemi extérieur contre lequel il faut à tout prix se défendre, plutôt que de penser la mort comme faisant partie intégrante de la vie. Et d'ailleurs, si l'on réfléchit le processus de vie comme quelque chose de continu, et qui est plus grand, qui est au-delà de la vie individuelle de chacun et chacune d'entre nous, on pourrait presque même défendre l'idée que vivre, c'est retarder ce moment où, quand on meurt, on réintègre le processus de vie. C'est un peu comme réfléchir, comme, si vous voulez, comme visualiser la vie comme un fleuve, où chaque être humain est un membre de ce fleuve qui continue à remonter le fleuve jusqu'à ce que son énergie s'épuise complètement et qui finit par repartir et se dissoudre dans le fleuve. Donc finalement, quand on meurt, eh bien, on réintègre la vie. Il y a
une autre expérience de vie qui vous aide à penser cette relation que nous entretenons avec le passé, avec le futur, cette manière de s'insérer au fond dans cet élan vital, c'est le fait d'emprunter un chemin. Cette question du chemin vous permet aussi de réfléchir à la question de l'archive et à y réfléchir d'une manière très différente de celle que propose habituellement l'archéologie, qui reste coincée dans ses couches et dans ses sédimentations, Tim Ingold. Yes, so if I imagine Oui, imaginons as a child, I walked que along a moi, comme footpath enfant, étant enfant, je with my marchais parents, sur un chemin avec or mes let's say parents. with my father. Bon, disons mon And père. let's say that my father, when he was a Imaginons child, que mon walked père, along lui, that quand same il était path enfant with aussi, his father, empruntait ce and même his chemin avec father son with his propre père, grandfather. et son Then père there's avec this son path père. that is Et continually on finit being par avoir ce renewed chemin qui est sans through the arrêt renouvelé succession of par le generations. biais de la And that path succession is des not générations being qu'il emprunte. inherited. Et It's ce simply chemin, il being n'est pas hérité. prolonged. On n'en hérite pas, il est simplement I prolongé. get from this view of walking this sense that Cette image, is prolonged through c'est celle generations, qui m'inspire l'idée que la vie se prolonge de génération en génération plutôt que l'image de couches stratifiées. Donc ça vous conduit, je le disais, à penser l'archive autrement et vous proposez ce néologisme d'anarchive en français. Yes. So imagine you plant a tuber in the soil. a Imaginez potato or qu'on a yam. plante So you bury un it. bulbe, bon, une You pomme de bury it terre, in order for it to come up. mettons une pomme de terre So ou une patate douce dans la terre pour qu'elle pousse. typically is a L'archive, stack of documents ce in serait which une pile de the older documents documents sink ever où further les down as documents you les plus introduce anciens new s'enfoncent dans le documents sol on à top. mesure qu'on ajoute de When nouveaux we documents sur le bury dessus. a Quand on person enterre and un conduct défunt the usual ou une rituals défunte et and qu'on so fait les on, rituels it's not so that d'usage, les person rituels will funéraires, c'est sink pas ever pour que deeper cette into the personne ground. It's s'enfonce ordered toujours plus the profond dans le life sol. process C'est itself parce to que renew, pour to be que le renewed, processus de in vie order se that renouvelle. future C'est generations pour que les can générations carry on. futures So the puissent unarchived poursuivre is the opposite of the leur archive chemin. Donc because it's l'anarchive, a c'est le process contraire de l'archive. of burying C'est l'idée for the d'enterrer purposes of bringing life back up pour que again. la vie remonte So that under vers and l'air. over mean different things Donc here. sous Over et means sur prennent not on des top significations of, différentes. but Dessus, ça ne veut pas dire from the par-dessus, present going down, mais and ça veut under dire means from the depuis le past présent coming vers up le again. bas, et en dessous, So ça that vient life goes du round passé, and ça round. remonte vers le présent. Donc finalement, c'est un cercle. Rather like plowing a field. Ouais, When c'est you un peu bring comme up labourer, hein, d'ailleurs. soil from underneath Quand the on land ramène and la bury terre qui est en the dessous topsoil pour la below. ramener au-dessus, et la terre qui est au-dessus, on la met en dessous. Alors là, Tim Ingold, on parlait du passé, de notre relation depuis le présent avec le passé, mais dans ce livre, vous interrogez aussi la relation qu'on entretient avec l'avenir, et vous proposez de réfléchir davantage en termes de possibilités qu'en termes d'incertitude, de l'angoisse que génère ce mot d'incertitude. Yes, the trouble with uncertainty is that it's a C'est-à-dire que le negative problème word. de It's a l'incertitude, negative c'est que word. c'est un terme The très négatif. uncertainty. Avec le préfixe So 1, uncertainty suggests a deficit ça implique that un needs to be made déficit, up. un Because manque things are qu'il faut uncertain, combler. we need to try Et and les fill choses up the étant gaps certaines, in our knowledge, in on our se sent understanding, le in besoin order de to remplir, combler les lacunes et les manques dans nos connaissances, nos compréhensions, pour mieux garantir la certitude. Alors que le terme de possibilité nous amène au-delà de la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Voilà pourquoi je propose de se défaire de ce discours de l'incertitude et de se tourner plutôt vers celui de la possibilité, des possibilités. Et la possibilité est absolument inhérente à la vie elle-même. Les possibilités de la vie de se poursuivre. Donc je voulais vraiment qu'on distingue le terme possibilité au singulier de possibilité au pluriel ou opportunité singulier au pluriel. On a un ensemble d'options où on peut faire telle ou telle chose, mais moi je ne parle pas de ça, je parle d'un potentiel inhérent à la vie elle-même, potentiel de se poursuivre et se recréer indéfiniment. Mais pour que ce potentiel soit vraiment utilisé, il faut être attentif au monde, il faut accepter de faire des expériences, et des expériences de pensée, vous en proposez beaucoup dans ce livre, ce qui renvoie au fond à une relation à l'apprentissage, à l'enseignement, dont vous avez dit deux mots, mais j'aimerais qu'on y revienne après ce deuxième extrait de musique, ce deuxième extrait du nouvel album de Barker, Stochastic Drift.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. On parle du passé à venir, de l'idée de génération avec l'anthropologue Tim Ingold aujourd'hui, à la suite dans les idées à propos de ce livre, Le passé à venir, donc aux éditions du Seuil. Alors, vous le disiez à l'instant, Tim Ingold, il faut se rendre disponible, être attentif pour pouvoir regarder l'avenir autrement que avec le terme de l'incertitude, et plutôt lui préférer celui des possibles, tout simplement, de la possibilité de multiples choses. Et pour ça, vous nous dites qu'il faut éprouver les choses, faire des expériences, au fond. J'ai pas été surpris de vous voir citer John Dewey, et il me semble que ça met sur la piste aussi d'une certaine philosophie de l'enseignement qui est la vôtre. Oui, j'ai été très influencé par l'éducation de la philosophie de John Dewey. Et ce qui est au cœur de sa philosophie, c'était le problème justement de la relation entre faire et éprouver. Ce que l'on fait et ce que l'on éprouve. Et son argument, avec lequel je suis d'accord, c'est qu'on ne peut pas éprouver les choses si on ne les éprouve pas. On ne peut pas décrire ce que l'on éprouve ou se dire qu'on va faire quelque chose, ensuite faire autre chose. Non, pour lui, c'est la continuité de la vie qui est centrale dans son œuvre, dépend du fait que faire dépend d'éprouver. Qu'en faisant les choses, on éprouve, on traverse une transformation qui alimente ce que l'on va faire ensuite. Donc faire est toujours contenu dans ce que l'on éprouve. Et ça transforme complètement la vision que l'on a ensuite de l'enseignement, de l'éducation comme processus de vie. Parce qu'on finit par faire éprouver comme un seul terme. Cette philosophie de l'enseignement qui est la vôtre, on va y revenir, vous y consacrez un chapitre dans le livre, même 2 chapitres à la fin du livre. Vous diriez qu'elle vous est venue précisément de lectures comme celle de Dewey ou peut-être d'autres auteurs, ou tout simplement de l'expérience pédagogique face à laquelle vous vous êtes trouvé devant des étudiants, et que c'est progressivement en étant professeur que vous vous êtes forgé cette philosophie de l'enseignement. C'est vraiment le fruit de mon expérience. Mais ce n'est que par le fruit de mon expérience que lorsque, très tard d'ailleurs, j'ai commencé à lire les travaux de philosophes comme Dewey et d'autres d'ailleurs, philosophes de l'éducation, ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il voulait vraiment dire. Et donc j'ai pu mettre les choses dans leur contexte et dans le contexte justement de ma propre expérience. J'enseignais, parmi d'autres choses, en études anthropologiques, j'enseignais la manière dont les gens apprenaient dans d'autres sociétés du monde entier. Et ces études montraient que les gens apprenaient comme dans un apprentissage, ils apprenaient en faisant. Et les élèves de ma classe, les plus affûtés, me disaient il y a une contradiction entre ce que vous nous dites sur la manière dont on apprend et on enseigne dans les sociétés humaines et ce que vous faites là, puisque vous êtes là dans un amphithéâtre face à nous, vous écrivez au tableau et nous on prend des notes. Vous devez absolument changer votre manière de faire. Et ça m'a vraiment mis un peu au défi de modifier, d'adapter mes pratiques d'enseignement afin d'être en adéquation avec ce que j'enseignais et ma manière d'enseigner. Quel regard vous portez sur la façon dont l'enseignement a évolué durant toutes ces années où vous avez été professeur, et la situation dans laquelle nous nous trouvons aussi? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont progressé dans la direction qui est la vôtre, qui est celle de cette pratique, ou
ou est-ce qu'on n'a pas, c'est peut-être le sentiment que je peux avoir, en tout cas en France, régressé à bien des égards de ce point de vue? I think things have gone backwards. Oui, je dirais aussi que les choses ont régressé. Particularly with the technologies we have now, Surtout parce qu'avec les technologies que l'on a aujourd'hui, PowerPoint et les emails et l'intelligence artificielle, the transmission model, le modèle de transmission, l'idée que ce que l'on fait finalement, c'est injecter de l'information dans les têtes de nos élèves, c'est une idée qui est de plus en plus importante, de plus en plus puissante. Or, cette image de l'apprentissage et de compagnonnage, cette image-là, où on est ensemble, est de plus en plus dévalorisée. Donc, on doit vraiment se battre pour remettre en place cette idée de ce que c'est que l'éducation, c'est-à-dire aller dans la vie réelle et apprendre de ça. On ferait un contresens si on pensait que vous étiez hostile à ces nouvelles technologies dont vous parlez. D'ailleurs, dans le livre, vous racontez comment vous avez été très excité au moment de l'apparition des vidéoprojecteurs avec ce qu'on appelle des transparents, et que c'est peut-être à l'origine de votre réflexion sur les lignes, d'ailleurs, et sur la superposition des lignes, Tim Ingold. Je suis un peu vieux, moi, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai adoré les rétroprojecteurs. Je les ai beaucoup utilisés. Mais en plus, sur les rétroprojecteurs, je pouvais dessiner, moi, sur les transparents. Et je pouvais utiliser ça pour faire une espèce de performance théâtrale. C'est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec une présentation PowerPoint, où finalement, ce que fait le conférencier ou la conférencière, c'est cliquer sur un bouton, appuyer, faire passer les slides et voir les images apparaître sur l'écran. Et moi, par principe, et jusqu'à la pandémie, où ça a tout gâché, jusqu'à la pandémie, par principe, j'ai refusé d'utiliser PowerPoint. J'insistais pour refuser d'utiliser une technologie qui s'appuie sur des principes qui sont fondamentalement antithétiques par rapport à ce que moi j'essaye de transmettre et d'enseigner, à savoir la connaissance est projetée, puis si vous voulez, projeter sur un écran et reprojeter à l'intérieur des esprits des élèves. Toute ma philosophie de l'enseignement va à l'encontre de ça. Moi, ce que j'adore faire, c'est dessiner sur un tableau. Quand on dessine à la craie sur un tableau, eh bien, tout le monde part avec vous. Vous les emmenez, vous les emportez dans votre dessin. Donc moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise dans les illustrations du livre des dessins sur un tableau. C'est ce que j'allais dire. Votre livre est parsemé de ces figures qui permettent, avec des schémas très simples, des lignes en général et des points, de faire passer les idées fortes de votre réflexion, Tim Ingold. Mais oui, parce que quand je réfléchis à toutes ces choses, j'ai mon carnet, je prends des notes, je griffonne, je fais ces petits schémas, ces dessins pour essayer, moi, d'illustrer mon propos et ma réflexion. Je me dis, je vais emmener le lecteur avec moi, et j'intègre ces diagrammes pour leur faire comprendre les choses telles que moi je les comprends. Ces lignes qu'on dessine sur les tableaux noirs ont une texture, une vitalité qu'un diagramme informatique n'a tout simplement pas. C'est une manière d'emporter avec vous vos lecteurs et lectrices dans une conversation, dans un vrai dialogue. Alors on comprend mieux pourquoi vous vous êtes intéressé à cette expérience que vous relatez dans le dernier chapitre du livre, proposée par l'une des plus grandes écoles d'art au monde, la Rhode Island School of Design à Providence, et qui a récemment inclus les arts dans le programme autour des sciences qu'on retrouve dans toutes les universités américaines. Oui, ils ont transformé le STEM, qui est un acronyme pour la science, technologie, l'ingénierie et les mathématiques, en STEAM, avec un A qu'on a ajouté au milieu qui correspond aux arts. Et évidemment avec un jeu de mots, parce que ça renvoie à la vapeur. Steam means, Steam, yeah, exactly. Exactement, oui.
Mais dans la façon dont eux ont communiqué, Rhode Island School of Design, ils ont expliqué que les arts étaient nécessaires pour rendre les étudiants et étudiantes plus intelligents, plus compétitifs et compétitives dans ce nouveau monde de la technologie numérique. C'est comme si on les formait à devenir, pour ainsi dire, des athlètes olympiques dans leur propre domaine, dans l'économie, dans la technologie. Et moi, je suis assez contre. Et vous vous efforcez de penser la numérisation aussi. Ça vous semble un moment extrêmement important pour lequel vous revenez à l'étymologie en fait de ce digital en anglais qui renvoie au doigt tout simplement. Exactly. Oui, moi je suis passionnée par l'écriture. Écrire à la main et écrire, c'est ce que l'on fait avec les doigts. Ce sont des micro-gestes que l'on fait avec la main qui sont très expressifs. Ces mouvements que l'on fait avec la main, avec les doigts, se transforment quasiment directement en lignes, des lignes qui apparaissent sur la feuille de papier. Et cette dextérité, c'est aussi ce que j'utilise d'ailleurs quand je joue du violoncelle. Et ça nous amène exactement à l'opposé, ou en tout cas dans la direction opposée de la numérisation, la digitalisation, qui finalement nous éloigne, nous sépare de tout ce que l'on fait avec la main pour finalement utiliser uniquement le bout des doigts. Et le bout des doigts ne fait pas grand-chose. Le bout des doigts ne peut pas faire vraiment autre chose que communiquer des petits bouts d'informations. Ça m'inquiète. Je m'inquiète de cette perte de compétences, de dextérité dans notre course à la numérisation. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que le mot digital provient de l'étymologie latine digit, qui veut dire digital, les doigts. J'apprends que vous jouez du violoncelle. Ça ne m'étonne pas parce qu'en vous lisant à propos des doigts, j'ai pensé à un autre violoncelliste qui a failli en faire son métier avant que Hannah Arendt lui conseille de devenir sociologue. C'est Richard Sennett, en fait. Oui, Richard Sennett. On s'est rencontrés. Et je crois qu'il s'est blessé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça a ruiné sa carrière de violoncelliste professionnel quand il était très jeune. C'est pour ça qu'il s'est mis à faire de la sociologie, oui. C'est ça. Donc lui, il aurait été violoncelliste professionnel. Il a dû renoncer à cette carrière-là et est devenu un formidable sociologue. À la place. Et on a parlé un peu. On avait des points de désaccord, on était d'accord sur d'autres choses, mais dans l'ensemble, on était quand même plutôt d'accord. Merci beaucoup, Tim Ingold. Je rappelle le titre de ce livre, Le passé à venir, repenser l'idée de génération. C'est un livre qui paraît dans la collection La couleur des idées aux éditions du Seuil. Et puis, il y a d'autres livres de vous, notamment, on en a parlé un petit peu, des lignes publiées chez Zone Sensible, qui sont disponibles également en français. Merci beaucoup pour votre présence ce soir dans le studio de La Suite dans les idées. France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau. Et la rubrique actualité ce soir consacrée à une actualité scientifique révélée par le journal Le Monde il y a 2 jours. Vous le savez, le genre dans les sciences sociales fait l'objet d'attaques récurrentes depuis quelques années. Un livre vient de sortir, résultat d'un colloque à la Sorbonne contre le wokisme entre guillemets. Évidemment, le genre fait partie de ce wokisme entre guillemets et il va de soi, c'est en tout cas ce qu'on lit largement dans les journaux, que désormais la sociologie serait obsédée par cette question du genre, comme elle peut l'être par les questions postcoloniales, par exemple. Alors, qu'en est-il? Quand on est des sociologues sérieux, on mène une enquête, on essaye de savoir ce qu'il en est pour répondre le plus scientifiquement possible à cette question, et c'est ce que vous avez fait, Sybille Golac, avec un certain nombre de vos collègues. Vous êtes sociologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au CRESPA, dans l'équipe CSU, et avec des collègues qui font partie, comme vous, du comité de rédaction de la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Vous avez mené une enquête assez considérable en vous aidant des technologies les plus récentes, d'ailleurs, pour savoir
la place, tout simplement, qu'occupait cette idée, ce concept, ce mot de genre dans les publications en sciences sociales en France. C'est ça ? Alors, c'est ça et en même temps pas exactement ça. D'abord, une chose importante, c'est que nous, on n'a pas mené cette recherche-là pour rassurer celles et ceux qui craignent cette vague wokiste dans le monde scientifique et universitaire. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est précisément... dans quelle mesure les revues scientifiques, puisque cet article, la première c'est une version provisoire qu'on a mise en ligne. Travail. Voilà, une version de travail pour en discuter avec nos collègues. Cet article, il va s'intégrer à un dossier dans un numéro pour les 50 ans de la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Et donc, il s'agissait avant tout de réfléchir... Au mois de septembre, c'est ça ? Voilà, au mois de septembre, de réfléchir à ce que sont aujourd'hui les revues en sciences sociales et notamment quelle place elles donnent aux connaissances qui permettent de mieux connaître le genre, c'est-à-dire un rapport social de domination parmi d'autres et qu'il est très important d'étudier si on veut comprendre les inégalités entre femmes et hommes, les violences de genre, les discriminations que subissent les minorités de genre, les minorités sexuelles, l'affaire Pellico, l'autoritarisme de Trump, tout ce genre de choses. Donc, interminable. Pour nous, voilà, cet ensemble de connaissances, il est important et on voulait voir quelle place lui était faite, puisque ces études, d'abord, qui ont pris la forme, par exemple, en histoire de l'histoire des femmes, puis qui se sont formulées sur la question des inégalités femmes-hommes, et puis qui, petit à petit, ont intégré ce concept de genre. Quelle place leur laissaient nos revues scientifiques ? Donc, il ne s'agissait pas du tout d'aller rassurer des gens qui, au contraire, cherchent à décrédibiliser des travaux qui montrent que ces inégalités entre femmes et hommes, elles existent, que ces rapports de nomination, ils existent, et qu'il y a des raisons structurelles, des causes structurelles à ça. Et du coup, on a mobilisé pour... Non, il y a même plutôt éventuellement l'occasion de s'inquiéter de l'inverse, en fait. C'est-à-dire, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'à notre mauvaise surprise, donc on a travaillé sur la période 2001-2022. En 2001, il y avait 9% des articles qui soit apportaient des connaissances qui permettent de mieux comprendre le genre, soit mobiliser cet outil pour saisir certaines pratiques ou certaines représentations. Et en 2022, on arrive péniblement à 11,4% des articles publiés, plus précisément on a travaillé à partir des résumés, donc pas des articles dans leur intégralité. Mais il faut dire, peut-être un mot du corpus, c'est presque 120 revues de sciences sociales en français, publiées depuis donc, le début du XXIe siècle. Oui. Et donc, c'est un corpus considérable. Je ne sais pas combien d'articles ça représente. Alors, c'est plus de 50 000 articles. Donc, c'est pas possible pour une personne seule, c'est même pas possible pour l'équipe que vous avez constituée de 7 ou 8 personnes de lire tout ça. Même les résumés, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, c'est pour ça que vous avez eu recours à des outils informatiques récents. Oui, cette équipe, elle est composée d'Étienne Ollion, Julien Bollard, Samuel Coavou, qui ont l'habitude d'utiliser ces outils sur différentes questions. Et puis aussi Estelle Delaine, Altaïr Després, moi-même, Narges Kéani. Et vous oubliez Adèle Moméja. Voilà, j'étais par ordre alphabétique, j'y arrivais. Et donc tous ensemble, quel travail on a dû faire, c'est notamment, puisqu'on utilise ce modèle d'intelligence artificielle, il faut lui donner déjà des exemples. Et donc, on a dû lire et coder 2800 résumés pour dire si nous, on considérait que ces articles apportaient de la connaissance sur le genre ou pas, ou mobilisaient ce concept ou des concepts proches. Et on a dû réfléchir ensemble, en fait, à comment on catégorisait. Et avec des réflexions qui, du coup, sont des réflexions aussi scientifiques autour de cet ensemble de connaissances et de ces concepts. Et c'est dire que là, la mobilisation de l'intelligence artificielle, elle ne va pas du tout à l'encontre de l'importance de l'humain et je dirais même du collectif, puisqu'il fallait réunir un nombre important de compétences pointues dans différents domaines pour accomplir ce travail. Alors ça vous permet d'avoir des résultats assez fins. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Le sous-titre de l'article, c'est « Genre et approche intersectionnelle ». Ce n'est pas que le genre, c'est aussi une perspective qui vise à croiser d'autres variables avec le genre pour comprendre, par exemple, des inégalités, principalement sans doute des inégalités, mais pas que. Et donc, vous avez une définition un peu large, en quelque sorte.
Alors là, comme je le disais, on a visé tous les articles qui apportent des connaissances sur le genre, c'est-à-dire qui, par exemple, traitent des inégalités hommes-femmes, de ce que sont les masculinités, les fémininités, enfin des choses vraiment très variées. Mais cette approche du genre, il faut savoir que justement, un des intérêts de ce concept par rapport à des travaux qui ne le mobilisaient pas, c'est qu'il considère immédiatement que ce qui est en jeu dans l'ensemble des relations humaines ont à voir avec la façon dont on conçoit ce que sont un homme, une femme, le fait que précisément on conçoive qu'il y a deux catégories, ou il y a d'autres sociétés qui proposent des modèles un peu plus variés, mais voilà comment on catégorise en fonction du sexe. Mais cette approche relationnelle en termes de rapport social, elle pose immédiatement la question de l'articulation avec d'autres rapports sociaux. À partir du moment où on dit être un homme ou être une femme, c'est pas seulement avoir un vagin ou avoir un pénis, on voit bien aussi que être un homme ou être une femme, c'est pas la même chose selon l'âge qu'on a, selon la catégorie sociale à laquelle on appartient, selon sa trajectoire migratoire, la façon dont on est racialisé. Et donc, il faut le dire, dès le départ, les perspectives de genre essayent d'articuler, de penser l'articulation du rapport de genre à d'autres rapports sociaux. Et nous, on a voulu regarder comment, alors ce qu'on espérait, une montée du genre dans les articles, mais qui ne s'est pas tellement vérifié, mais comment cette place du genre, elle s'articulait à la place accordée à d'autres types de rapports sociaux, un rapport de domination, en particulier la classe et la race. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est que, en réalité, d'abord, les travaux qui s'intéressent à la classe ne sont pas en perte de vitesse. Il y en a de plus en plus sur la période. Ça reste une variable lourde. Voilà, ça reste une variable. En termes d'attention, en tous les cas. Alors oui, et en même temps, dans des proportions qui sont pas si énormes que ça. C'est pas la majorité, des travaux, mais ça monte quand même sur la période. Et les travaux sur le genre, en fait, accompagnent cette progression, notamment parce que les travaux qui articulent plusieurs rapports sociaux, c'est souvent, dans les 3/4 des cas, genre et classe, et qu'en réalité, les travaux sur le genre sont aussi des travaux qui ont accompagné la promotion de l'exploration des rapports sociaux de classe, et encore plus. Alors quand je dis encore plus, c'est pas en nombre, mais disons que les travaux qui sont penchés sur la race sont d'abord des travaux d'autrices et d'auteurs qui s'intéressaient au genre, en France en tout cas. Alors, vous avez pu regarder de près aussi ce qu'il en était discipline par discipline. Oui. C'est pas toujours facile de ranger les articles. Parfois, il y a des chevauchements entre les disciplines. Malgré tout, vous avez codé tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a vraiment des contrastes assez saisissants entre les disciplines? Alors oui, il y a de très forts contrastes. On a nos bons et nos mauvais élèves. Alors sachant que je parle tranquillement, la sociologie est entre les deux. On est moyen. On est moyen. Donc il y a l'anthropologie et la démographie qui sont vraiment les bonnes élèves, qui dès les années 2000 déjà produisent beaucoup d'articles dans cette perspective, et puis ça augmente. Et puis il y a les mauvais élèves, c'est l'économie, la géographie, la science politique, et il y a l'histoire qui, de façon surprenante, alors que c'est vraiment une discipline qui a été pionnière, on pense à l'histoire des femmes de Michel Perrault, à des revues comme la revue Clio, qui genre et histoire, qui ont vraiment été pionnières dans l'institutionnalisation aussi des études de genre, et ça reste quelque chose d'assez limité, très suivi par la suite. Dans les revues scientifiques. Alors sachant que là il y a des petits artefacts aussi de ce qu'on a fait pour l'instant, on va réfléchir éventuellement à reprendre ça, c'est qu'il y a des revues comme Clio que du coup on a mis dans l'ensemble des revues spécialisées qui sont pas intégrées là à nos revues d'histoire, et c'est un petit peu injuste parce que quand même c'est une discipline qui a fait de la place, mais une place dans des revues spécialisées, et pas dans ces plus grandes revues comme les Annales ou... Alors vous vous posez aussi la question de savoir qui parle de genre. Est-ce que ce sont des auteurs ou des autrices en particulier? Alors, sans grande surprise, même si ça peut quand même questionner, il y a 66% des articles qui abordent les questions de genre qui ont soit une autrice, soit une majorité d'autrices parmi leurs plusieurs auteurs, autrices, et contre 39% pour les autres articles. Donc on voit que ce sont particulièrement les femmes qui portent ces problématiques, qui y sont sensibles, qui s'y intéressent. Et on voit là l'intérêt aussi
aussi de la diversité du monde académique, parce que ça démultiplie les types de regards, ça fait arriver de nouveaux outils scientifiques, de nouveaux concepts, et c'est pour ça que voilà, ça reste très important d'avoir un monde scientifique le plus diversifié possible. On n'y est pas encore, loin de là. Vous parliez de Michel Perrault tout à l'heure, des pionnières en histoire, d'autres avec elle. Là encore, qu'est-ce qu'il en est des générations, pour reprendre un terme qu'on a critiqué pendant toute l'émission avec Tim Ingold, mais qui est quand même un concept sociologique. Est-ce qu'il y a là un effet de génération? Est-ce que les choses sont très différentes entre des chercheurs et des chercheuses qui étaient déjà là au début de la période que vous observez, et puis celles et ceux qui ont fait irruption dans les publications à la fin de la période? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à explorer parce qu'on n'a pas pu déterminer l'âge des autrices des différents papiers. Du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder les résumés des thèses soutenues dans la même période. Et là, on a vu une place encore plus limitée du genre de quelques pourcents. Alors, sachant que ce qui est un petit peu compliqué, c'est que produire une thèse, faire le résumé de sa thèse, ça n'a pas les mêmes enjeux que faire le résumé d'un article, en particulier quand on a déjà un poste dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et d'une certaine façon, c'est assez mauvais signe. Ça veut dire que, quelque part, pour l'instant, les gens ne laissent pas voir beaucoup dans leur résumé de thèse cet aspect de leur travail, mais c'est quand même en augmentation. Mais du coup, voilà, c'est difficile de savoir si la dynamique, elle vient des jeunes. Sans doute une forme d'institutionnalisation, puisqu'il y en a quand même de plus en plus qui soulignent qu'ils s'intéressent au genre dans leur résumé de thèse. Donc vous êtes concentré sur les résumés. Est-ce que vous avez malgré tout regardé aussi la composition des comités éditoriaux, des comités de rédaction des revues, et en particulier regarder si ces comités étaient devenus plus paritaires au fil du temps, si la proportion des chercheuses y était plus grande à la fin de la période qu'au début, et dans quelle mesure ce rapport paritaire des comités qui animent les revues pouvait avoir un effet sur la place qu'on fait ou pas au genre dans les sommaires des revues? Alors, on n'a pas fait ça systématiquement parce que, pour le coup, on est un peu dans les revues en sciences sociales françaises, mauvais élèves, puisque on n'affiche pas, on n'a pas réussi à retrouver les compositions au cours du temps des comités de rédaction. Ah oui, Ce qui est sûr, c'est que la science politique, par exemple, qui est une assez mauvaise élève, on voit que le comité de la revue française de sciences politiques a été longtemps exclusivement masculin, et qu'il y avait très très peu d'articles qui abordaient ces questions. Et avec l'entrée de femmes, ça a commencé à arriver. Voilà. Merci beaucoup, Sybille Golac. On peut trouver une version de travail de cet article? Oui, en ligne. Le lien est disponible dans l'article du Monde. Voilà, on va le mettre sur la page de l'émission, où vous retrouverez aussi les références bibliographiques de Tim Ingold, une page sur laquelle vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast.